C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes trois invités, Firmette Ekoagbo, Francisco Napokoura et Constant Lemou. Avant la pause, nous parlions donc du Burkina Faso. On va revenir dessus pour en dire quelques mots avant de passer au sujet suivant. Et donc, on évoquait l'expulsion de ces trois diplomates français de Ouagadougou pour activité subversive. Paris ne l'entend pas de cette oreille. Paris estime donc que ces diplomates n'ont mené aucune activité subversive. Le Quai d'Orsay a rejeté les accusations infondées portées donc par les autorités burkinabées et déploré que cette décision ne repose sur aucun fondement légitime. Francisco Napokoura. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est la théorie complotiste partout. Tout le monde pense que quand un ambassadeur, un fonctionnaire de choses approche, que ce soit un journaliste, un homme politique, c'est des problèmes. Et le mot l'a dit tout à l'heure, que est-ce qu'en France, est-ce que un ambassadeur peut avoir des relations avec des partis politiques, des associations? C'est ce qui se fait d'ailleurs, parce que tous les jours, on a les mains tendues vers l'extérieur pour nous apporter même des vieux ordinateurs perdus. Et c'est ça se fait. Donc maintenant, c'est ça qui se répercute. Mais ce que je voudrais dire, et je l'ai dit tout à l'heure, que l'ancien ambassadeur de France au Niger n'a pas été toujours du tout content du traitement qui lui a été relevé. Mais quand je prends les relations France-Afrique, et que les gens tentent à interpréter sur le sceau de sentiments anti-français, c'est faux. Vous savez, le Niger, c'est un pays, bien sûr, qu'on disait pauvre, mais que les décisions de la CEDEAO, en accord avec la France, a encore plus déstabilisé. Aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qui se suffisait, par exemple, au Niger, sont totalement tombés. Les banques sont fermées, il n'y a plus de liquidité, même pour ceux qui sont des grands commerçants, des milliardaires. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'on a décidé, pas en apportant massivement des armes pour détruire le pays comme ce qui est en train de se faire en Ukraine, mais plutôt on a utilisé la complicité africaine, la CEDEAO, les pays limitrophes, pour fermer la porte au Niger. C'est-à-dire que tu as l'argent au Niger, mais tu ne peux pas commander, tu ne peux pas acheter. Même si tu achètes de l'extérieur, c'est extrêmement cher et pour le vendre sur le marché, l'inflation a galopé. Donc, je ne sais pas par quel moyen la France, l'Occident, surtout la France en premier, et disons les autres pays limitrophes, puisque aujourd'hui le Bénin a ouvert sa frontière avec le Niger, mais le Niger a totalement refusé d'ouvrir sa pays. Ça veut dire qu'on préfère encore passer les marchandises par le Togo que d'aller direct, parce qu'ils ont tellement fait du mal à ce pays que ce pays est en train de développer, disons, une résilience formidable. Donc, un pays qui évoluait bien, avec son économie bien sûr, qu'on appelait un pays pauvre, et que les gens ont décidé d'appauvrir. Mais c'est hallucinant ce qui s'est passé. Et je ne sais pas comment est-ce que l'humanité... Non, excusez-moi de terminer. Comment est-ce que l'humanité... Oui, parce que ce que je dis, que vous parlez du Burkina, au fait, le Burkina aussi s'attend à ça. Qu'un jour, par exemple, le Togo, qui est le pays le plus direct qui apporte les marchandises dans son pays, ferme ses frontières, parce que quelque part, on lui a dicté de ne plus de faire un embargo sur le Burkina. Donc, aujourd'hui, là où tous ces pays sont, disons, sur le pied de guerre. Que tout ce qui se passe avec un ambassadeur, mais vous savez, à chaque fois on dit un coup d'État en préparation avec tel et autres. Et on sait, le coup d'État, ce n'est pas quelqu'un qui va venir avec un hélico, avec un avion. Il y a toujours des cellules dormantes dans tous les pays qui peuvent agir à tout moment, donner les moyens aux gens. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois sur ce plateau que quand vous voyez au port, il y a des milliers de conteneurs qui sont abandonnés sur 3, 4, 5 ans, soit il y a la drogue dedans, ou il y a chose. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait,
ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, qui interpellent ou qui expulsent les ambassadeurs ne sont pas à défaut, c'est parce que c'est pour protéger, n'est-ce pas, leur régime. Firmin, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, il a dit que la France entend conserver des liens avec les organisations humanitaires et la société civile, mais pas avec les autorités du Burkina, du Mali et du Niger. C'est-à-dire, vous ne voulez pas conserver des liens avec les autorités, mais vous voulez en conserver avec les organisations, ils disent humanitaires, la société civile. Pour quel agenda? Non. En fait, en réalité, c'est le premier qui devrait intervenir. C'est-à-dire, la France devrait en réalité conserver des liens avec les premières autorités. Parce que ce sont les autorités qui vous donnent l'accréditation, qui vous permettent de venir. C'est sans cela, ce n'est pas possible. Et quand vous réagissez comme ça, c'est normal aussi que les premières autorités réagissent aussi énergiquement. Soit vous faites tabula rasa, comme on le dit, c'est-à-dire, vous essayez d'harmoniser tout, d'harmoniser les relations, ou vous redressez un nouveau partenariat. Peut-être les gens parlent de partenariat gagnant-gagnant, ce qu'ils n'auront pas pour le moment, mais qui est un partenariat sain. Et là, on va vous trouver beaucoup plus crédible. C'est ça en fait. Mais tout le monde sait. Moi c'est pas nouveau tout ça. Tout le monde sait que les Occidentaux, ce sont eux qui contrôlent le monde. Et ils cherchent à déstabiliser les hommes comme ils veulent. Ça, c'est-à-dire, on sait que le terrorisme, c'est une création occidentale. Tout le monde le sait, que c'est en réalité, les Occidentaux, ils nous ont envoyé la démocratie, on ne s'en est pas bien servi, ça continue de nous déstabiliser. Aujourd'hui, c'est le terrorisme qui est là, ça continue de nous déstabiliser, ça va toujours nous déstabiliser. Du moment où nous n'avons pas les manettes, nous n'avons pas... les techniques nécessaires, les méthodes appropriées pour venir à bout. Ça va toujours continuer comme cela, du moment où on trouvera. Et puis, là où ces militaires pêchent, c'est quoi? Il faut qu'ils fassent un effort pour avoir tout le peuple, toutes les couches avec eux. Si vous arrivez à avoir tout le monde avec vous, alors vous êtes solide. Du moment où vous interdisez des choses aux partis politiques, du moment où vous interdisez des choses aux journalistes, vous interdisez des choses à ceux-là qui sont dans l'humanitaire, mais vous excellez. Et du jour au lendemain, on peut vous dégommer. C'est ça ce que moi je dénonce. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la méthode. C'est-à-dire, si on ne va pas revenir au parti unique, mais vous êtes militaire, on sait que la cause que vous défendez, elle est quoi qu'on puisse vous reprocher. C'est-à-dire, celui-là qui est au Burkina Faso, qui est à la tête du Burkina Faso, on sait que la cause qu'il défend, c'est quoi? On dit le patriotisme, pas le patriotisme. Il y a le patriotisme, il y a le panafricanisme, le Burkina pour le Burkinabé, les Africains. C'est une cause noble. Mais il faut avoir de la méthode. C'est-à-dire, vous devez avoir tout le monde avec vous. Si vous n'avez pas tout le monde avec vous, il y a d'autres comme à Gorob. Et là, vous allez partir. Justement, concernant les mots, pourquoi les ONG locales... S'il vous plaît, c'est quand Firmin dit qu'on nous a envoyé la démocratie, on ne s'en est pas bien servi. Je suis totalement contre. Oui, on nous a envoyé la démocratie. Après, on nous a envoyé les débâches pour déconstruire la démocratie. En même temps, les ONG locales, les associations locales qui se prêtent à ce jeu-là, est-ce que vous comprenez dans quelle logique elles se trouvent elles-mêmes? Oui, c'est eux nous appelons les nègres de maison. Ils sont au service d'une cause qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils ne connaissent pas. Pas du tout. Lorsque quelqu'un vous dit je vais t'offrir une chemise, regarde la chemise que la personne même porte. Regarde les cols de sa chemise et vous comprendrez si la personne est capable de vous donner une chemise qui puisse vous servir. Vous avez clairement expliqué le désastre dans lequel les pays sont restés actuellement depuis 60 ans. Une économie complètement détenue par l'extérieur. Comment on peut comprendre que le Niger, qui apparemment était à l'aise économiquement parlant, financièrement parlant, et dès que la France décide de rompre sa coopération, le pays devient tout de suite pauvre. Le pays est tout de suite en difficulté. Autrement dit, c'est la France qui fait l'économie du Niger. Non, c'est qu'on a fermé, les frontières. Et bien sûr. Voilà. Lorsque l'Occident tout entier a rompu, ou du moins a pris des mesures contre la Russie, est-ce que la Russie se plaint? C'est plutôt ceux qui ont pris des mesures contre la Russie qui en souffrent. C'est eux qui souffrent des mesures qui sont prises. Parce que l'économie russe est développée par les Russes pour les Russes. C'est comme ça.
C'est ce que maintenant les dirigeants africains veulent faire. Et surtout, c'est ce que les pays de l'AES ont commencé à faire. Le Burkina a problème parce que désormais, les impôts que la France devrait payer au Burkina, mais des impôts payés en France, sont désormais payés au Burkina. La France n'a jamais digéré cela. Quelle est la mission de la diplomatie française en Afrique? C'est tout sauf le développement des pays africains. Ça, c'est sûr. Alors, lorsqu'on est d'accord sur ce principe que la France ne cherche que des intérêts pour développer la France, ne me dites pas que c'est la France qui doit décider de ce qui doit se passer dans les pays africains. Il faut que ces pays prennent en main leur destin. Il faut que la diplomatie française soit boutée hors de ces pays parce que cette diplomatie est plus nuisible qu'utile. Ces pantins, s'il vous plaît, ces pantins que vous appelez parti politique ou organisation de la société civile, ces pantins à la solde de la politique française, eh bien, les dirigeants africains doivent les affecter à d'autres activités utiles pour leur pays. Mais Constant Lemou, vous savez, bon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Ce n'est pas seulement la France. C'est parce que nous parlons d'un cas précis. Vous savez, l'Occident ne va jamais permettre aux Africains de se développer. C'est leur mission. Oui, c'est leur mission. Et alors, on doit se résigner. Est-ce que l'Afrique doit se résigner? On doit s'en apercevoir. Est-ce que l'Afrique doit se résigner? Une seconde. Lorsque des gens prennent le destin de leur pays, il faut Constant Lemou. Mais vous m'avez coupé. Non, Constant Lemou. Vous m'avez coupé, vous n'avez pas eu la parole de la part de l'animateur. Vous savez. Vous n'avez pas eu la parole. Mais si vous permettez, on va quitter le Burkina. Non, si vous permettez, j'ajoute quelque chose. Un dernier mot. Et on va écouter aussi Francis. Oui, bien sûr, vous savez. De dire un mot sur l'Iran aussi. L'Occident ne va jamais permettre aux Africains de se développer. Moi, ce que je demande aux Africains, c'est beaucoup plus de méthode. S'il y a de la méthode, on va arriver à quelque chose. Mais nous devons savoir aussi que ceux qui décident de l'avenir du monde sont quelque part. Ceux qui décident de l'avenir du monde sont quelque part. Il faut se débarrasser. Il faut justement se débarrasser de ceux qui se pensent être les maîtres du monde. Il faut se débarrasser d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui décident de qui doit être riche, qui ne doit pas l'être. Il y a des gens qui décident de quel État doit être riche, quel État ne doit pas l'être. Mais ce qu'on demande aux Africains... Les esclaves qui demandent aux maîtres de le libérer. Non, une seconde. Constant, s'il vous plaît. Une seconde, Constant Lemou. Une seconde. C'est-à-dire, ces gens, ils ont toute la capacité pour nuire, pour déstabiliser. Voilà. Moi, ce que je demande aux Africains, c'est plus de méthode. Il faut un certain réalisme. Sans ce réalisme, on n'arrivera à rien. Mais vous n'avez jamais dit... En même temps, Francisco... Vous n'avez jamais dit ce que vous appelez réalisme. C'est ça le dommage. Si vous permettez, en même temps, Francisco, cette guéguerre entre Paris et Ouaga, est-ce qu'elle profite aux deux? Non, je ne pense pas. Je sais que Thomas Sankara, à l'époque, avait construit au Burkina quelques kilomètres de rails sans l'aide extérieure. Mais je note qu'au Togo, les rails que nous avons eu à construire, qui sont arrivés au niveau de Blita, sont coloniaux. D'accord? Et quand vous prenez aujourd'hui les pays africains les premiers, c'est l'Afrique du Sud en première position. Il disait tout à l'heure que l'Occident ne va jamais permettre notre développement, mais aujourd'hui l'Afrique du Sud est pratiquement des rares pays africains à avoir l'énergie nucléaire, pour alimenter les choses. Et l'Afrique du Sud est le premier, c'est grâce aux Blancs. Ok? Bien. Quand vous voyez dans le top 10 africain, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui est le premier pays même africain. Quand vous voyez, c'est parce que non seulement au foot a été le pionnier, mais quand Ouattara est arrivé, il a mis ce qu'il fallait pour que aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit là où elle est. Donc aujourd'hui on ne peut pas vivre en vase clos, sauf qu'il faut qu'on arrive à discuter avec nos protagonistes en face pour voir qu'est-ce qu'il faut et qu'on cesse ces histoires de terrorisme, qu'on cesse à priver certains pays de certains biens et qu'on sache que
l'afflux des migrants sur la mer ou partout qui arrivent vers l'Occident, c'est parce que ici il y a la pauvreté. Si la pauvreté diminue, qu'est-ce que les gens vont aller foutre à l'extérieur aujourd'hui? Beaucoup, quand on parle de l'immigration, c'est pas juste vers le Sahel, mais il y a beaucoup qui sont dans le Mexique. Et beaucoup de Togolais, il y en a, et qui sont au Brésil et partout, en train d'aller vers l'Occident, que ce soit sur Lampedusa, tout ça. Donc, il faut que le monde comprenne que l'Afrique, au fait, ne va pas baisser de population. Ça va s'accroître parce que, en fait, c'est vers l'Occident qu'il y a les limitations de naissance. Ici, on nous limite, la Caisse nationale de sécurité sociale au Togo a limité à 4, mais moins de personnes, donc les gens pompent. Donc on doit peupler l'Afrique et ça veut dire que quand il y a un excédent, ça va se déverser sur l'Occident. Donc autant développer l'Afrique que d'amener la guerre et autres, puisque même l'esclavage n'a pas baissé la population africaine. On va passer du côté de l'Iran, juste un seul tour de table dessus et puis on ira au Togo parce que c'est l'actualité aussi, des explosions qui ont été entendues aujourd'hui sur des sites militaires en Iran. L'ampleur de l'attaque n'est pas encore connue jusque-là. D'ailleurs, les autorités iraniennes elles-mêmes estiment qu'il n'y a pas d'attaque venant de l'extérieur. Mais depuis l'attaque iranienne de samedi passé, la communauté internationale pressait Israël de mener une réponse modérée pour ne pas provoquer un embrasement régional. Israël a répliqué tôt, donc ce vendredi 19 avril, à l'attaque de drones et de missiles lancée le 13 avril par l'Iran contre son territoire. Tout le monde, Constant Lemou, suit cette région de très près. On sait que c'est une bombe à retardement. Israël se trouve au milieu d'un certain nombre de pays qui lui sont hostiles. Israël non plus n'est pas très gentil avec ces pays. Aujourd'hui, est-ce que la crainte d'un embrasement régional est au maximum? Je pense qu'aujourd'hui, le monde va très mal. Le monde va très mal. Et malheureusement, ceux qui s'appellent les maîtres du monde, ceux qui ont promis maintenir la paix dans le monde, c'est eux qui mènent la guerre. C'est eux qui organisent, financent, arment pour s'entretuer. Voilà le paradoxe. C'est pourquoi il n'est pas... Moi, je ne croirais jamais aujourd'hui à une quelconque puissance qui se dise conduire le monde dans la paix. Ce n'est pas possible. Ceux qui pouvaient le faire, c'est eux qui font la guerre aujourd'hui. L'Israël, entouré de plusieurs pays auxquels l'Israël fait la guerre, soutenu par les États-Unis et les autres pays de l'Europe occidentale. Alors, si on voulait la paix, on l'obtiendrait d'abord en Occident, on l'obtiendrait d'abord dans cette partie du monde que nous appelons l'Orient, le Moyen-Orient. On obtiendrait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, il suffit d'une étincelle et l'ensemble du monde sera complètement sombré sous l'effet des bombes et autres. Parce que il y a une race humaine qui est prête à détruire, à s'auto-détruire, détruire les autres races pour se maintenir seule et vivre des richesses du monde. C'est dans cette dynamique que se trouvent les États-Unis, l'Europe occidentale et l'îlot qu'on appelle l'Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, que le monde s'embrase aujourd'hui, ce n'est au bénéfice ni des Américains, ni des Européens, moins encore à l'avantage de l'Israël ou les autres pays. Parce que la destruction, d'accord, mais qui va reconstruire? Je suis sûr que si les États-Unis avaient goûté un peu de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les Américains auraient eu une autre opinion sur l'engagement de leur pays sur les fronts, dans les guerres par-ci et par-là dans le monde. D'accord. Firmin Tekou Agbo, quand il s'agit d'Iran, on sait que c'est une puissance régionale. Selon les experts, même l'Iran aurait développé quelques têtes nucléaires, donc ça pèse dans la région.
Israël, Iran, c'est ce qui est plus inquiétant aujourd'hui. Mais on parle de 60% d'enrichissement nucléaire en Iran. Donc c'est une puissance qui fait peur, qui fait peur même aux États-Unis. Et les Occidentaux ont pour ambition d'arrêter cette évolution nucléaire en Iran. Et quoi, s'il advenait que la situation s'empire, on connaît déjà la position des États-Unis. Biden a dit l'autre fois que les États-Unis soutiennent Israël, malgré les dégâts que ce pays est en train de causer dans la bande de Gaza. Quelle que soit la situation, les États-Unis ou certaines puissances occidentales vont se positionner aux côtés de l'Israël. Mais vous savez, moi, je fais un peu de la paresse. Lorsque je veux parler un peu de cette région, Moyen-Orient, Proche-Orient, moi, je me réfère toujours à la Bible. Donc, quand vous allez lire la Bible, vous comprenez tout de suite que ce qui se passe là n'est pas nouveau. C'est comme les temps anciens qui sont en train de revenir. Israël a toujours vécu dans des situations comme ça. Quand aujourd'hui on l'appelle l'Iran, à l'époque peut-être c'était les Perses, c'était d'autres noms. Mais c'est la même région. Et c'est comme ça, ils se battaient. C'est comme ça, il y avait des guerres. C'est comme ça, il y avait des tueries. Quand vous voyez par exemple, il y a deux choses, il y a deux textes que moi je retiens. Quand vous allez lire dans Genèse, lorsque Ismaël est né, Dieu a dit quelque chose par rapport à Ismaël. Et Isaac, il dit il sera contre ses frères et ses frères seront contre lui. Et c'est la même chose aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Et quand vous allez même au temps de Jésus, les Israéliens ont dit quoi par rapport à Jésus lorsqu'il s'était agi d'offrir Jésus en sacrifice? Ils ont dit que ce sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Spirituellement, ce ne sont pas des phrases à nous dire. Donc quand des choses se passent comme ça, moi je me dis c'est comme il y a des prophéties bibliques ou des choses anciennes de la Bible qui sont oui, mais au-delà quand même il y a derrière des causes, parce que là bon, nous on va faire quand même une analyse des scientifiques de l'actualité. Il y a des causes parce que si on va dans la Bible on ne va pas s'en sortir. Oui, c'est pour ça que moi je dis je fais souvent de la paresse. La première cause, c'est quoi? Parce que ce qui s'est passé, les Iraniens reprochent à Israël d'avoir lancé des roquettes sur leur ambassade en Syrie le 1er avril. Oui. Mais pour le moment, les Israéliens n'ont toujours pas démenti. Ils ne se sont jamais prononcés sur la situation. Mais aussi, Israël étant dans cette situation entre Palestine et eux, ils ne veulent pas trop se lancer dans cette situation au niveau de l'Iran parce que c'est comme ils vont perdre en énergie. Ils préfèrent se focaliser sur ce qu'ils sont en train de faire subir aux Gazaouis ou aux Palestiniens. Et donc, lorsqu'ils peut-être ils auront fini, ils vont retourner, ils vont régler les comptes aussi aux Iraniens. Mais tout le monde sait, on doit être persuadé que cette situation ne va arranger personne. Parce que quand les Iraniens vont s'armer véritablement contre l'Iran, c'est toute la région qui va s'embraser et ça ne va aider personne. Il y a la Jordanie et d'autres pays limitrophes à Israël qui vont soutenir plutôt les Iraniens. Mais les Occidentaux aussi seront de ce côté. N'oubliez pas, il y a l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de pacifier le Proche-Orient? Vous savez, le mot l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit, et vous savez, les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Ils vont à la guerre, mais ils n'ont jamais vécu la guerre comme le vivent les autres, comme... On veut dire qu'ils ont eu la guerre de sécation. Mais ça, c'est chose. Mais quand nous voyons dans le monde, quand nous prenons, comment l'appelle-t-on, ce pays asiatique où ils avaient fait la guerre dans le temps, l'Amérique, l'Indochine, l'Amérique n'a jamais gagné une guerre. L'Indochine, c'était une perte. Mais quand je prends l'Afghanistan tout dernièrement, Vietnam, quand je prends l'Afghanistan tout dernièrement, ils ont dû quitter, abandonner la logistique. Mais et quand aujourd'hui je vois par exemple l'Ukraine qui dit qu'on compte sur l'Amérique, non, ils sont déjà abandonnés. Maintenant, quand Israël aujourd'hui dit que c'est l'Iran avec la bévue et même la riposte de l'Iran, tout le monde dit que ça se justifie parce que c'est une réponse même tardive par rapport, n'est-ce pas, à ce que l'Israël avait fait contre l'ambassade. Mais il faut voir tout ce que l'Iran a lancé. Mais si ce n'était pas les Français, les Anglais, tous qui les Américains qui ont leur base ici et là, avec leur défense aérienne, antiaérienne, qui ont pu abattre beaucoup de missiles, mais
Israël aujourd'hui n'allait pas, c'est-à-dire gesticuler comme ceci, mais nous avons également suivi que dans les démarches, même l'Amérique a négocié que même si l'Israël veut faire une riposte, que ça soit à minima mesuré pour dire ils n'ont pas perdu la face. Bon, je crois que c'est ce qui s'est passé, mais est-il que si l'Israël veut lancer la guerre comme elle a lancé au Hamas, et ce que nous déplorons, ce que le Hamas a fait, c'est pas du tout une bonne chose. Et ça, on ne peut jamais admettre ce que le Hamas a fait en venant prendre en otage, en tuant des gens. Maintenant, rendre les otages, ils ne rentrent pas. Mais Israël n'a pas les moyens aujourd'hui de dire qu'elle lance une guerre contre l'Iran, sachant que tout le tour et puis tout ce qui le protège, c'est les Occidentaux qui ont déjà échoué, comme je le dis, en Indochine. J'ai même parlé de Afghanistan et aujourd'hui. Et de l'autre côté, en Ukraine. Donc, les aides extérieures, c'est en train de tarir pratiquement totalement. Donc, Israël même n'a pas intérêt à ce que l'escalade véritablement vienne. Donc, on souhaite que rapidement, avec son conflit avec le Hamas, finisse vite et que la paix revienne dans leur camp. Que la paix revienne dans leur camp, c'est le mieux qu'on peut leur souhaiter. On va passer donc maintenant au dernier sujet. Nous allons parler du Togo à présent, la relecture donc de la nouvelle constitution. Les députés ont adopté donc cette nouvelle constitution avec quelques modifications dont je vais donner rapidement lecture, le temps que je me retrouve rapidement, d'un certain nombre de dispositions qui ont été retouchées. Par exemple, le mandat du président de la République qui était fixé à 6 ans, mandat unique de 6 ans, passe maintenant à 4 ans et renouvelable une fois. Le mandat du président du Conseil des ministres, qui n'était lié à rien du tout avant, est désormais lié au mandat des députés, qui lui autre est d'une durée de 6 ans. Et puis, voilà pour le fond. Il y a également une autre disposition, c'est que désormais, il faut juste 12 mois maximum pour mettre en place toutes les institutions, contrairement à ce qui, par le passé, où il n'y avait pas de délai formel pour la mise en place des institutions. Constant Lemou, disons, moi j'ai envie de poser la question trivialement, la 5e République est là, vive la 5e République, mais qu'est-ce qui change? Je ne sais pas. Tous les Togolais se posent la question sur ce changement de constitution et les avantages, puisque c'est des avantages que nous voulons, et pas les conflits. Nous avons tous vécu les agitations autour de ce changement constitutionnel. Même les chantres du changement ont peur du changement maintenant. Les chantres du changement ont peur du changement. Nous étions... C'est pas le genre de changement qu'ils espéraient non plus. Ah, bien sûr. Pourquoi voudraient-ils que tout changement soit leur aspiration personnelle? Nous sommes à la 5e République dès que cette constitution sera adoptée formellement par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. La 4e République a commencé en 1992. Ouais. Nous sommes en 2024, soit quelque chose de 32 ans. Nous sommes d'accord. La 3e République a duré pratiquement la même chose. Des années 60, 63 jusqu'à 92. Je ne comprends pas pourquoi on s'agite que 30 ans après l'adoption de la 4e République, qu'on ne passe pas à une 5e République. Oui. Je parle juste de façon formelle. Maintenant, par rapport au contenu, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui tentaient d'expliquer le contraire
de la nécessité de passer à la 5e République, n'ont pas démontré que l'actuel, ou du moins le projet de constitution était une mauvaise chose ou que le régime parlementaire était une mauvaise chose. En 92, le référendum du 27 septembre 92 n'a pas recueilli 100% des 97%. Des votants de la Constitution. Ils n'ont pas tous, ce n'était pas 100%. Ce qui est évident, je rappelle que c'était 97%. Oui. Ce qui est évident, on n'obtiendra jamais l'unanimité à 100% des citoyens sur un texte. Quelqu'un trouvera toujours quelque chose à dire. Ce que nous souhaitons, c'est de voir l'application. Dans son application, qu'est-ce que ça apporte de mieux dans notre pays par rapport aux différentes explications. Aujourd'hui, même les députés sont revenus corriger. C'était la même chose au début des années 90. Quand le Haut Conseil avait proposé le test, il a fait l'objet de retouches à plusieurs reprises. Même après le vote, le 27 septembre 92, il y a eu encore des corrections, il y a eu des touches sur certaines formulations avant que le test ne soit promulgué. Nous n'aurons jamais un test parfait. Nous n'aurons jamais une constitution, si nous l'appliquons mal, qui ne nous crée des problèmes. Mais si nous l'appliquons bien, eh bien, nous aurons de meilleurs résultats. La constitution de 1992, qui a consacré la 4e République, a fait l'objet de plusieurs révisions. Et ces révisions ont été contestées régulièrement par ceux qui n'étaient pas d'accord. Alors, pourquoi ne pas aller à une 5e constitution, à une 5e République avec une nouvelle constitution qui serait peut-être moins contestée, puisque elle s'élabore dans un cadre complètement légal. Frémien, quand Constant Lemou finit en disant pourquoi ne pas aller, je ne sais pas comment je vais formuler la question pour qu'elle ne soit pas tendancieuse, mais on a comme l'impression que, comme on dit, tentons encore voir. Est-ce que c'est une question de tenter voir, de tentons voir? Non, je ne pense pas. On a fait le régime semi-présidentiel. Bon, allons aux parlementaires voir si ça va nous aider à construire des ponts, à construire des routes, à construire des écoles, à construire des hôpitaux. On ne sait jamais. Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a eu des Togolais qui ont eu cette initiative. La Constitution leur donne ce droit-là, leur réserve, leur consacre ce droit. Quand vous lisez la disposition constitutionnelle de 92, on dit l'initiative de révision appartient concurremment au président de la République et à un 5e des députés à l'Assemblée nationale. Donc, cette députée-là, on a un 5e de députés à l'Assemblée nationale qui émet l'initiative, donc elle est légale, elle est constitutionnelle, donc on ne peut pas leur refuser. Donc, peut-être ces députés se sont dit, bon, la constitution dans laquelle nous sommes, celle de 92 ne nous arrange pas trop, donc pourquoi ne pas tenter, et c'est là où je reviens à vous, pourquoi ne pas tenter une nouvelle constitution. Ce n'est pas illégal, c'est tout constitutionnel. Vous savez, quand vous voyez par exemple la 5e République, que tout le monde est en train de crier, que tout le monde est en train d'aduler, qui nous a fortement inspiré, la 5e République en France, de la constitution du 4 octobre 1958, ça fait déjà banalement 60 ans, cette constitution a été modifiée plus de 25 fois. Or, la constitution togolaise, elle fait déjà plus de 30 ans, ça n'a pas été modifié 6 fois. Hein? Mais la constitution française, en 60 ans, ça a été modifié pendant plus de 25 fois. Première chose. Deuxième chose, les Français n'ont pas attendu 30 ans pour changer de constitution. Par exemple, pour aller à ce régime semi-présidentiel. La Constitution a été votée le 27 octobre 1946. Il a fallu 12 ans parce qu'il y avait assez d'instabilité en France. Il y avait plus de 20 gouvernements qui s'étaient succédés. En 12 ans, le général de Gaulle a dit après 12 ans de Constitution, il faut tenter voir, il faut aller à un régime semi-présidentiel. Et c'est dans ce régime semi-présidentiel qu'ils sont en train d'aller. Et il y a beaucoup même qui ont demandé, beaucoup de Français qui ont demandé à ce qu'on change de République en France. Parce que le test du général de Gaulle
est complètement différent du texte que les Français ont aujourd'hui. Parce que cette constitution a été tellement retouchée. C'est parce qu'on veut garder. Francisco Napokura dit quelque chose il y a un instant disant que mais le général de Gaulle c'est du passé. Il faut que les Français arrivent à se l'accepter que le général de Gaulle c'est du passé, que le monde est en train d'évoluer et qu'il faille aujourd'hui aller à une nouvelle république. Et même quand vous lisez les leçons du pouvoir, ça je le dis toujours, quand vous lisez les leçons du pouvoir de François Hollande, il a dit mais le régime sous une présidentielle on ne le comprend plus. Il faut aller à un autre régime. Donc aujourd'hui, si les Français peut-être l'avaient écouté, on serait peut-être dans la 6e République en France. Donc la Constitution en réalité, ce n'est pas un texte figé. Moi je dis, c'est pour cela que j'ai toujours dit, en réalité on ne devrait pas limiter le mandat présidentiel. Même la Bible, on l'a retraduit. Vous imaginez. Non, c'est tellement... introduit l'homosexualité dans la Bible. Non, c'est pas introduit. Non, c'est pas ça. La Bible ne contient pas, il n'y a pas d'homosexualité dans la Bible. Ça a été dit formellement dans la Bible. Donc, moi je me dis, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, j'ai toujours été contre, j'ai juste une petite parenthèse, j'ai toujours été contre la limitation de mandat. Parce que moi je dis, quand on limite le mandat, celui qui vient, il y a la Constitution qui lui dit, tu as la possibilité de modifier la Constitution. Donc si vous limitez le mandat, moi je dis, je saute le verrou, c'est constitutionnel. Donc là où il n'y a pas de constitution figée. Donc un certain nombre de députés peut dire, nous voulons avoir une nouvelle constitution. C'est légal, c'est constitutionnel. Le président de la République qui est là, il peut dire, je veux avoir une nouvelle constitution. Il propose un texte, soit on le soumet au référendum. En tout cas, pour cette nouvelle constitution, elle est adoptée par l'unanimité des députés présents. C'était donc à 19h20 ce vendredi, 87 votants, 87 bulletins dépouillés, 87 pour. Francisco Napokura. Donc ça, 87, ouais. Ça veut dire que c'est en train d'être respecté ce que Diritama a dit. Ils sont 91 députés. Vous savez, je sais, hein, j'ai écouté mes deux co-débatteurs qui sont tellement fiers de rentrer dans une nouvelle république. On vient de aucune fierté. Oui, on vient de nous dire qu'il y a un délai d'un an pour la mise en place des institutions. Faire la mise en place. Nous avons encore un an, au moins, sinon plus, de crise pour mettre en place les différentes institutions. Parce que il faut, après les élections là qui vont se dérouler, si vraiment cette constitution est promulguée par le chef de l'État, il faut mettre en place les nouvelles constitutions, les nouvelles institutions, le Sénat, ouais. Et à le Parlement. Comment ils vont procéder pour mettre en place le Sénat et le Parlement qui vont nommer le président de la République, le président du Conseil qui est à vie. Ok, on dit bien sûr un mandat limité, un mandat de 5 ans, voilà, mais qui n'a pas de limite, ça dit qu'il peut continuer comme il veut. Donc, on verra comment tous ces mécanismes, on n'a pas encore le chronogramme, parce qu'il ne suffit pas d'adopter une constitution, ou bien un changement de constitution, il faut un chronogramme de mise en œuvre et comment est-ce que ça va se faire en fait. Donc, comme je le dis, nous avons encore, encore plus d'un an de crise politique. Or, le pays, beaucoup de choses sont en attente. Le plateau technique, vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que c'est ça qui va construire les ponts? On attend de voir quand est-ce qu'ils vont commencer par reconstruire les routes. Nous avons 5 ans, comme on est en train de finir. On nous a dit l'autoroute de l'Union, c'est-à-dire que Lomé Saint-Cassé. Et on n'a même pas encore posé le premier goudron de cette autoroute. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la feuille de route gouvernementale et donc qui ne sont pas mis en exécution et qui ne seront pas avant la fin de ce mandat. Est-ce que ce chronogramme va tenir compte de la fin du prochain mandat du chef de l'État Faure Gnassingbé? Bon, pourquoi les gens ont peur du suffrage universel?
pour désigner un chef d'État, il faut aller à huis clos, comme on le dit, sans débat. Je ne sais pas si tout ça là est. Donc, on attend de voir le test final qui va sortir, qui sera promulgué, puisqu'on nous dit que, en fait, c'est toujours un chat dans un sac que nous sommes en train d'acheter. Et c'est lorsqu'on va l'acheter, on va payer le prix et qu'on va découvrir la forme du chat. Constant Lemou, en même temps, il y a quelque chose qui interroge, parce que c'est le pouvoir qui est en place. Pour certains, c'est les mêmes qui gouvernent depuis des décennies et qui reviennent pour dire, la manière dont le pouvoir était géré jusque-là, on va essayer autre chose, voir. Quel est le lien, forcément, entre constitution et développement d'un pays? Moi, c'est ce débat qui m'intéresse. Exactement, c'est ce qui doit intéresser tout le monde, pas les individus. On ne devrait pas focaliser le débat politique sur des individus qui gouvernent, qui ne gouvernent pas, mais c'est sur quelle base? Au Togo, nous avons l'impression que nous votons les tests, nous mettons en place les institutions, mais nous ne sommes pas prêts à les voir fonctionner, ces institutions. Nous ne sommes pas prêts à voir s'appliquer les tests que nous avons votés. C'est ce qui explique ces débats creux qui passent toujours outre les tests, qui contournent, qui déplacent les débats ailleurs que là où ils doivent être. Comme me disent, certains sont au pouvoir depuis. Pourquoi ils sont là? Pourquoi? C'est parce que tous les acteurs politiques sont d'accord qu'ils sont là. Parce que le peuple est d'accord qu'ils soient là, qu'ils sont là. Et ils seront toujours là. Aussi longtemps que le peuple togolais ne trouvera pas d'alternative. Quand on ne trouvera pas mieux que le parti au pouvoir, c'est que ce parti va toujours continuer. Alors, les crises que nous avons connues avec la Constitution de 1992, si cette nouvelle Constitution peut limiter ou résoudre un certain nombre de ces crises-là, tant mieux. Par rapport aux élections, aujourd'hui, c'est le Parlement qui détermine le gouvernement de façon intrinsèque. Alors, je crois que la nouvelle constitution, la nouvelle définition de la politique togolaise va construire les routes, va construire des ponts. D'accord. Pardon, oui, il me reste plus beaucoup de temps. J'ai eu la réponse vers la fin. Vous l'avez donnée. Je vais faire un autre tour. Sinon, ça risque d'être je vais faire un autre tour de table. Firmin Tekoagbo, est-ce que vous voyez le lien aujourd'hui entre le développement d'un pays et sa loi fondamentale? Vous savez, quand vous allez aujourd'hui en France, vous demandez à 40 millions de Français. Laissez-nous la France là. Si vous demandez à 40 millions de Français s'ils connaissent le contenu de leur constitution, je ne pense pas qu'ils soient en mesure de vous le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas s'ils sont dans un régime présidentiel ou dans un régime parlementaire. C'est la même chose aux États-Unis. Moins 200 millions d'Américains ne seront même pas capables de vous dire qu'ils sont dans un régime présidentiel. Ce que les gens veulent, c'est quoi? C'est le bien vivre. Les gens veulent bien vivre. C'est le bien-être. Les gens veulent librement vaquer à leurs occupations. Les gens veulent vivre dans de grandes maisons. Les gens veulent avoir des moyens pour construire leur maison. Les gens veulent vaquer librement à leurs occupations. Les gens veulent avoir des moyens pour aller passer quelques temps de vacances en Europe, partout. C'est ce que les gens veulent. Au Togo, on n'a pas besoin de constitution en réalité. Vous savez, la plupart des choses qui ont été construites au Togo, la plupart des choses ont été construites sous Yadema, sous des constitutions qui n'étaient pas démocratiques. Quand vous allez aujourd'hui, même là, quand on parle de l'Europe aujourd'hui, la plupart des pays européens qui ont été construits dans la dictature, pas avec des constitutions démocratiques. Donc le développement c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement, c'est une question de patriotisme. Et ceux qui sont au pouvoir veulent un Togo développé, on aura un Togo développé. C'est une bonne question. Vous savez, la constitution, moi j'ai compris que c'est juste une question d'élite. Parce que ma grand-mère qui est au village, je ne sais pas qu'on a une constitution, elle ne comprend rien du régime parlementaire. Il y a même des élites, il y a des étudiants, beaucoup même, qui ne maîtrisent même pas le contenu. Vous rappelez que lors du débat tout récemment, un des invités était même venu défendre un texte qu'il n'a pas lu. Il a le culot de le dire
qu'il n'a pas lu le test, mais il est venu le défendre. Ouais, vous imaginez, c'est intéressant. Alors, c'est pour se dire qu'en réalité, ce qu'on attend, c'est le développement, c'est une question d'engagement. Aujourd'hui, on sait que ça fait déjà des années que l'actuel chef d'État est au pouvoir. On a vu que le Togo était parti d'un point sensiblement rouge. Aujourd'hui, on a fait assez d'efforts. Il y a des choses qu'on n'avait pas. Il y a des manques qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. On sait qu'on n'a pas besoin de constitution. Le chef d'État actuel n'a pas besoin de constitution pour faire mieux, pour construire encore de belles routes, pour permettre aux Togolais de bien vivre. Alors, ce que nous on demande, ce que moi je demande, c'est que ceux qui gèrent le pouvoir, qui s'engage véritablement pour le développement de ce pays. D'accord. Et puis il y aura moins de critiques. Et pour conclure, ce gosse, non, je vais donner la parole à Francisco Napoma parce que je regarde ma montre. Francisco, c'est la même question. Quel lien vous faites aujourd'hui entre régime semi-présidentiel, régime présidentiel, régime parlementaire, régime monarchique, moi je ne sais pas, et développement? Firmin l'a dit, on n'a pas besoin d'un régime particulier pour le développement. D'accord. Aujourd'hui, bon, tout ce qu'on nous propose, régime parlementaire, on ne sait pas si c'est à l'israélienne, on ne sait pas si c'est à l'italienne. Là, je pense que ça doit être à l'italienne. C'est un président de la République qui n'a pas de pouvoir, qui va inaugurer les crises. C'est l'applicabilité, c'est le Conseil des ministres qui concentre tous les pouvoirs. C'est l'application. Christophe Lemou l'a dit tout à l'heure. Tout ce qu'on s'est donné comme test, même la Constitution de 92, plusieurs fois révisée, on n'a jamais respecté ces constitutions. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il faut aller vers l'essentiel, n'est-ce pas, de ces tests, on dit on change, et quand les discours on dit oh que c'est qu'on est en train de particulariser. Bon, nous on sort. De toute façon, les Togolais ont développé leur résilience. Voilà, si ce que vous voulez faire, faites-le. On verra si au fait, comme je le dis, et avec tous ces projets, hein, et puis c'est tous ceux qui ont pratiquement beaucoup qui ont géré ces projets et qu'on les accuse de détourner, tu se retrouves prochainement dans un parlement. Je me demande en quoi et comment ils vont faire pour véritablement rehausser le niveau du pays. Sinon, si c'est pas que les gens sont en train de chercher leur casquette, ils ont pris un gars en otage quelque part. Mais on attend de voir si Dieu nous donne vie, comme le dit mon papa, un petit oiseau deviendra grand si Dieu lui donne vie. Donc on verra si le régime parlementaire est plus prometteur. Merci, ce que ça va faire de magique. Constant Lemou, merci également. Et merci. Donc c'est fini, le temps est parti, le temps est déjà parti. Puis mettez quoi, merci. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. On se retrouve le samedi.